Le Burkina nouveau est en marche. Il est en marche vers un progrès avec une politique de rupture qui lutte contre la corruption. Ce sont les propos du Premier ministre qui étaient face aux représentants du peuple aujourd'hui. Comme le veut la tradition, comme le veut la Constitution, le Premier ministre Paul Kabatié va adresser la situation sur l'état de la nation donc à l'hémicycle. L'exercice ne semble pas convaincre l'opposition ou encore la société civile, mais la majorité y croit. Ce soir, nous en débattons à controverse un peu spéciale puisque l'heure n'est pas habituelle. Avec nous donc, nous allons parler de la gouvernance économique et sociale. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec Monsieur Éric Bougouma, qui est le ministre des Infrastructures, mais il représente le gouvernement sur ce plateau. Avec nous aussi M. Moussa Diallo de la coalition contre la vie chère. Il représente la société civile. Avec nous, M. Ali Badra Ouedraogo du Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui est là ce soir pour le compte de la majorité. Et puis avec nous, donc, qui devait être là, M. Yaya Zungrana, mais malheureusement à la dernière minute, donc il s'est excusé, il a fait faux bond. Mais qu'à cela n'était, nous allons essayer de débattre ce soir. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre et surtout de suivre l'émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Alors, Monsieur Bougoumou, on va commencer par vous parce que vous étiez là à l'hémicycle tout au long de la journée. Vous venez d'ailleurs de l'hémicycle. Vous avez suivi le discours du Premier ministre. Certainement, vous avez participé à sa rédaction. Le Premier ministre a parlé d'une croissance de 6,7% pour le compte de 2017, parce qu'il faisait la situation de 2017 à l'Assemblée. Et tout de suite, la question qu'on se pose, comment ces chiffres qui révèlent plutôt de la macroéconomie se reflètent sur le quotidien du Burkinabé. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Gongo. Je dois d'abord dire que c'est la troisième fois que le Premier ministre Paul Kabatié se prête à cet exercice constitutionnel. Endurance, voilà le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est un discours qui a duré plus de 12 heures, puisque nous y étions dès 10 heures. Une soixantaine de pages, A4, police 12. Je dois vous dire que j'ai ressenti de l'humilité chez le Premier ministre. Il dit que c'est un devoir, c'est un sacerdoce. On a perçu aussi le souci de la vérité, de la réalité. Et puis, le long de cet exercice, une liberté de ton au niveau de tous les groupes parlementaires. Je crois que c'est cela aussi qui fait la vitalité de notre démocratie. Pour ce qui concerne le fond, alors je dois dire que nous avons assisté à une démonstration de cohérence, une cohérence d'ensemble entre l'action gouvernementale, le plan national de développement économique et social et la vision du président Roch-Marc Christian Kaboré. Sur la question, Monsieur le ministre. Sur la question de la croissance, c'est ce que je veux vous expliquer. Cela se répercute sur... C'est-à-dire que malgré les contraintes qui ont été identifiées, qui ont été exposées par son Excellence le Premier ministre, le fait d'être parvenu à une croissance de 6,9%, 6,7% contre 4% en 2015, 4% et 5,9% en 2016 démontre le dynamisme nouveau qui a été insufflé à notre économie. Cela signifie plus d'investissements productifs, cela signifie plus de création d'emplois, et ce dans tous les secteurs de l'économie. Cela signifie également le volontarisme du gouvernement burkinabé de tirer cette croissance-là à un niveau qui permette à notre économie de générer des emplois productifs
en tout cas pour qu'à l'horizon 2020, la transformation structurelle de l'économie, qui est l'ambition et qui est la méthodologie, puisse permettre aux Burkinabés de sentir un changement qualitatif et une amélioration des conditions de vie. Monsieur Diallo, vous êtes de la coalition contre la vie chère et je crois que le sujet est tout trouvé. C'est à ce titre d'ailleurs que vous êtes sur ce plateau. Monsieur le ministre dit qu'il y a une cohérence, il y a une croissance depuis 2015 jusqu'en 2017. De 4, on est passé à 6,7. Et donc, l'objectif véritablement, c'est de permettre que cette croissance-là puisse se répercuter et que déjà ça se fait sur le terrain. Est-ce que c'est votre constat? Je voudrais juste dire que il y a l'économie des chiffres et il y a l'économie de la vie quotidienne. Entre la macroéconomie et le vécu quotidien, il y a nécessairement un hiatus. Et d'ailleurs, les spécialistes de l'économie disent que pour que la croissance au niveau de la macroéconomie ait une répercussion sur la vie quotidienne des citoyens, il faut qu'on atteigne les 2 chiffres. Et donc, à 6% déjà, si c'est bon, c'est encore loin du compte. Pour espérer avoir une croissance qui puisse avoir des répercussions effectives. À ce moment-là, on ne peut pas parler pour reprendre l'expression du Premier ministre, on n'est pas encore en marche. Je ne peux pas dire ça puisqu'on dit qu'on est passé de 4 à 6%. Il y a quand même un effort qui a été fait, mais je dis que c'est largement suffisant par rapport aux attentes du peuple. Et surtout par rapport à la coalition que je représente ici, parce que nous nous battons contre la vie chère. Et cette croissance n'a pas encore réglé le problème de la vie chère dans notre pays. Monsieur Badraou Draogo, sur justement la répercussion du chiffre qu'on a donné, les 6,7% sur le quotidien du Burkinabé. Bien, avant peut-être de répondre à votre question, j'aimerais apporter un petit rectificatif par rapport à la présentation que vous avez faite de ma modeste personne. Ali Badraou Draogo, c'est vrai, mais pas représentant du mouvement du peuple pour le progrès MPP, bien que le MPP soit le chef de file de la majorité présidentielle. Je suis Ali Badraou Draogo, président du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, parti qui est allié à la majorité présidentielle. Donc vous croyez phagocyter pas le... Donc toutes nos excuses. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Pour revenir à votre question, je veux saluer d'abord l'honnêteté intellectuelle du frère Diallo, qui a reconnu qu'en réalité les efforts ont été consentis. Voilà. Nous, en tant que majorité et avec le gouvernement, nous n'avons jamais dit dans aucun de nos propos que nous-mêmes nous sommes satisfaits du niveau de croissance auquel on est parvenu. Mais nous disons que parti de 4% en 2014 en 2015 à 5,9% en 2016 pour atteindre 6,7% en 2017 dans un contexte de difficultés par rapport donc à la sécurité, par rapport effectivement à la grogne sociale où les gens ne sont pas prompts à aller au travail sans aller en grève. Nous pensons qu'il faut féliciter le gouvernement par rapport à ces efforts qui sont consentis. Mais nous sommes d'accord que pour que cette croissance-là soit ressentie dans le panier de la ménagère, comme vous le dites, il faut, comme il a rappelé, que nous puissions atteindre un taux de croissance à 2 chiffres et même ça, il faut que ça soit continu sur le long temps pour que cela soit effectif. Donc nous pensons que nous, en tant que majorité présidentielle, les efforts qui sont consentis nous permettent d'espérer qu'avec donc le gouvernement et avec donc la politique audacieuse et qui est mise en œuvre, il n'y a pas de doute que d'ici 2020, nous ne puissions pas donc atteindre ce taux de 2 chiffres. Mais nous pensons que c'est encore une raison de plus pour nous d'appeler à la compréhension et à la participation de l'ensemble des Burkinabés dans l'œuvre de construction du Burkina Faso. C'est vrai, nous sommes dans des contrées où une fois que une partie du peuple avec donc des partis politiques arrive donc au pouvoir d'État, le reste donc se met en retrait et pense que c'est le régime en place ou le gouvernement qui a donc la panacée. Je pense que l'œuvre de construire notre pays est effectivement une œuvre à laquelle tout le monde doit participer. L'ensemble des filles et des filles de ce pays doivent participer. Alors, vous êtes deux, donc permettez-moi de lui donner aussi la parole. Là, il touche du doigt peut-être un problème essentiel sur la compréhension et la participation de tous. Vous, au niveau de la coalition contre la vie chère, c'est là votre position ou bien c'est au gouvernement d'apporter les solutions aux problèmes? Non, je pense que chaque acteur doit jouer son rôle. Vous savez, dans une démocratie,
il y a le gouvernement, il y a ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Nous faisons partie de la société civile, nous critiquons les actions du gouvernement, nous faisons même des propositions. Et pour nous, c'est ça notre rôle. Ce n'est pas à nous de venir de nous mettre à la place des gouvernants pour dire que nous contribuons au développement du Burkina Faso, parce que nous n'avons pas les moyens de jouer ce rôle-là. Le rôle qui est le nôtre, c'est de donner notre point de vue sur les questions de développement et d'indiquer la voie qui nous semble la bonne. Alors, dans son discours, je reste avec vous, le Premier ministre dit nous sommes engagés à lutter contre la corruption, nous ne sommes pas venus pour profiter du pouvoir, ça ne nous intéresse pas, c'est des morceaux de phrases que j'ai pu capter. Est-ce que c'est le constat que vous avez sur le terrain, qu'on prend à bras le corps la question de la corruption, qu'on fait tout pour qu'on puisse avoir le maximum d'énergie nécessaire pour donc investir pour le développement? Je n'ai pas ce sentiment sincèrement. Et je le dis, c'est d'autant plus que des révélations ont été faites même sur la manière dont les audiences sont obtenues au niveau de la présidence du Faso. Et c'est le journal L'Événement qui en a parlé. On a même parlé des pots de vin que les gens recevaient pour introduire les gens auprès de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. La suite qui a été donnée, en tout cas ce qui a été révélé dans la presse, ne nous a pas satisfait au niveau de la coalition. Pour nous, il aurait fallu soit démentir formellement, ou en tout cas présenter les coupables et les sanctionner de façon ferme, pour que ça ne se répète pas. Monsieur le ministre. D'abord, je dois revenir un peu sur le taux de croissance. Quel pays au monde a un taux de croissance à 2 chiffres aujourd'hui, sachant que le taux de croissance moyen au monde est de 3%. Ce sont les chiffres du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est pour dire que on n'a pas besoin d'attendre un taux de croissance à 2 chiffres pour constater une amélioration, comme vous dites, dans le panier de la ménagère. Dites-moi aujourd'hui au Burkina Faso, quel salarié n'a pas constaté depuis 2 ans une amélioration de son revenu? En particulier les fonctionnaires qui figurent parmi ceux qui ont les salaires les plus bas. Quel est ce fonctionnaire qui peut vous dire aujourd'hui qu'il n'a pas ressenti une amélioration de sa situation? Donc, il faut distinguer 2 choses. Ceux qui pensent, et on n'y peut rien, on ne peut pas les changer, que le gouvernement ne fait rien, que le gouvernement ne travaille pas, de toute façon, ils ne peuvent pas penser autre chose, et le constat réel. Quel est ce constat? Nous reviendrons certainement là-dessus. C'est que sur un certain nombre de domaines, dans presque tous les domaines, le Burkina Faso a innové, le Burkina Faso est revenu à des pratiques qui correspondent aux attentes des populations. Pour ce qui concerne les prétendus pots de vin dont vous parlez, je crois qu'il ne faut pas inverser la charge de la preuve, comme disent les juristes. Si quelqu'un a la preuve qu'il a dû payer des pots de vin pour avoir une audience, où que ce soit, dans une institution de la République, ce n'est pas au gouvernement de démontrer cela, que la personne puisse. Et je crois que le démenti a été fait, un appel à témoins a été fait, et nous attendons toujours. Mais en tout état de cause, je crois que la volonté de notre gouvernement de lutter résolument contre la corruption ne peut pas être démentie. Bien entendu, la corruption, ce n'est pas un fléau qu'on éradique de façon aussi simple qu'on peut le penser, mais en tout cas, c'est une volonté farouche et je crois que les résultats sont perceptibles, même si il faut le reconnaître, comme l'a dit Ali, il faut reconnaître que la corruption a la peau dure dans bien de secteurs. Moussa Diallo. Je suis surpris, moi, d'entendre ce discours-là, parce que l'un des objectifs même de la coalition à laquelle j'appartiens, c'est de lutter contre l'impunité des crimes économiques, des sang, mais aussi contre la corruption. Il se trouve curieusement que jusqu'à présent où nous parlons là, nous n'avons pas encore vu les nombreux dossiers que le RENLAC a révélés,
dans la presse. Là sur la question de la présidence du Faso, il a répondu qu'il n'y a pas de preuves et que s'il y a des preuves, il fallait se présenter. Je ne peux pas, ce n'est pas à moi de donner les preuves, puisque ce n'est pas moi qui ai révélé ça dans la presse. Mais j'ai dit que, de mon point de vue, un démenti formel devrait être apporté et que s'il y a des suites à donner à ceux qui sont soupçonnés d'être impliqués dans ces comportements inacceptables, qu'on les sanctionne. Mais il dit qu'ils ont apporté un démenti. Moi, je n'ai pas eu ce démenti. Au contraire, j'ai vu le Renlac dans la presse interpeller le président du Faso directement pour qu'une suite conséquente soit donnée à ces accusations qui sont portées sur des concitoyens qui travaillent à la présidence du Faso et qui auraient posé des actes condamnables. D'accord, on va avancer parce qu'on n'a pas assez de temps. Monsieur Ouedraogo, de façon concrète, est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui qui montrent qu'au niveau économique, le Burkina est en chantier et que les choses avancent? Oui, bien évidemment. Je crois que nous sommes en train de parler du taux de croissance du PIB qui est à 6,7%. Mais au-delà de ça, il faut aussi faire remarquer que même nous avons réussi à stabiliser et à avoir donc une certaine stabilité macroéconomique. Pendant que la norme communautaire UEMOA est à 3%, nous sommes à 0,4%. Je crois qu'il faut dire que le taux d'inflation a été maîtrisé et ça aussi, ça participe effectivement à donner une certaine qualité de vie aux populations. Mais vous parlez de preuves, d'exemples concrets par rapport donc à ce qui a été réalisé. Je veux simplement dire que au niveau des unités de transformation, je vais parler de l'industrialisation au niveau du Burkina, il y a eu l'accompagnement de 3 nouvelles entreprises par le Fonds de restructuration des entreprises à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA, que l'on peut noter. La prolongation de la présence donc du fonds, le Fonds de restructuration dans le capital de Dafani pour plus de 400 millions. Le renouvellement du fonds de roulement de SAP olympique pour plus de 100 millions. Et l'organisation des unités de transformation, le cas notamment de la grappe Huilerie au niveau de Bobo Dioulasso. Je crois que les exemples sont légion qui montrent que notre gouvernement, effectivement, dans sa dynamique de vouloir donc sortir le Burkina Faso de l'ornière, a travaillé à ce qu'au niveau, effectivement, de l'économie, on a un regain, une reprise, effectivement, de l'économie qui nous permet de dire aujourd'hui sans embâche que sur le plan économique, effectivement, il y a une reprise donc de l'économie et qui se fait sereinement. Mais nous disons que, contrairement à ce qu'il a dit, je profite pour revenir là-dessus, la CCVC, même en tant que structure qui lance des alertes, tout le monde a sa part de responsabilité et doit s'engager dans la construction du Burkina Faso. Quand on nous dit que des gens ont été donc élus, ils sont au pouvoir, c'est à eux de mettre en œuvre donc la politique donc développement. Je suis d'accord, c'est notre responsabilité et nous en sommes conscients. Voilà pourquoi nous pensons que nous sommes donc tenus par ce devoir de redevabilité. Parce que le peuple burkinabé nous a fait confiance en 2015 et en 2020, nous allons repartir vers le même peuple pour dire voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce qu'on n'a pas pu faire. Et nous sollicitons encore donc votre confiance pour pouvoir donc achever un certain nombre de choses parce que nous pensons que la solution, jusqu'à ce qu'on nous démontre le contraire, nous avons la solution par rapport effectivement au changement qualitatif de ce Burkina Faso. Mais il a dit, je continue, il a dit, eux en tant que lanceurs d'alerte, ils n'ont pas cette responsabilité. Et je m'inscris en faux parce que je me dis, même le fait de porter des critiques à la gouvernance, même le fait donc de donner des pistes de solutions, ça nous permet en tant que gouvernant d'attirer toute notre attention et de revenir donc à de meilleures proportions. Alors, donc je vous arrête là parce que comme il est tout seul, il faut bien lui donner la parole. Voilà. Dans un état de droit, les rôles sont bien répartis. Ne demandez pas aux acteurs de la société civile de venir se mettre à votre place pour vous accompagner pour le développement, au sens où vous voudrez que nous, on chante la même chanson que vous. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est ça que je dis. Notre contribution là, c'est de critiquer. Quand nous pensons que ça ne va pas, nous devrons attirer votre attention. Si nous avons des propositions à faire, nous le faisons. Mais c'est vous qui décidez. Est-ce que la CCVC a les moyens pour lutter contre la corruption? Est-ce que la CCVC a les moyens pour attraper un individu qui aurait détourné les fonds publics pour le mettre en prison? Mais nous pouvons interpeller les gouvernants que telle révélation a été faite dans la presse. C'est de leur responsabilité de donner suite.
Sur les exemples, avant que je vous donne la parole, sur les exemples d'investissement dont il parle, la restructuration des entreprises qui aurait peut-être permis de préserver des emplois, est-ce que vous avez ce constat où aujourd'hui les entreprises... Ce qui est dit, c'est déjà bien s'ils ont fait ça, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Vous vous rappelez qu'après l'insurrection, il y a des entreprises qui ont été détruites. Les employés sont au chômage, l'UAS d'abord en son temps, puis la CCBC ont interpellé le gouvernement pour qu'une solution idoine soit trouvée à la situation de ces employés-là. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une solution conséquente qui a été trouvée. Donc ça, ce sont des faits aussi. Donc ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant du tout. Monsieur le ministre. Je voudrais dire que les critiques sont les bienvenues. Je crois que notre gouvernement a montré à souhait que c'est un gouvernement qui accepte la critique. Et même le discours sur la situation de la nation aujourd'hui démontre, pour ceux qui ont suivi, que non seulement nous acceptons la critique qui vient de l'opposition, mais en notre propre sein, la critique existe, elle est constructive, nous l'acceptons et nous la souhaitons. En revanche, je crois qu'il ne faut pas continuer à dépeindre tout en noir. Ces entreprises, ces industries qui ont été détruites, ce n'est pas le gouvernement qui les a détruites. Donc, il est clair que aujourd'hui, je pense que en plus des efforts pour restructurer des entreprises en difficulté, en plus des nouvelles entreprises qui viennent s'installer dans notre pays, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le gouvernement fait des investissements importants. Je voudrais prendre juste quelques exemples. L'éducation et la formation professionnelle. Vous savez bien que de nombreuses entreprises, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, recourent à de la main-d'œuvre étrangère pour des petits emplois, n'est-ce pas, de techniciens ou autres. Qu'est-ce que le gouvernement a décidé de faire? Premièrement, la réintroduction des bourses d'études scolaires qui avaient disparu pour permettre à nos enfants et aux enfants de ceux qui ont le moins de moyens possibles d'accéder à la connaissance et à la formation professionnelle, à l'éducation. Le fils de Tenga, quand il vient du village et qu'il ne sait pas où aller, il est obligé d'aller être cireur de chaussures. Je respecte les cireurs de chaussures, mais il aurait souhaité pouvoir être maçon, menuisier ou électricien. Ces bourses d'études doivent être saluées à leur juste valeur. Toujours dans le domaine de l'éducation, je ne parle pas des investissements, d'infrastructures sur lesquels il y a beaucoup à dire. Le nombre d'établissements de lycées qui ont été construits, le nombre de salles de classe qui ont été construites dans le primaire. Mais il est un fait inédit pour notre pays. C'est la création des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est nouveau, ça. Cela permet à des élèves qui se sont distingués dans des matières scientifiques de pouvoir être formés de façon intensive dans les mathématiques, dans la physique, pour être préparés à entrer dans les grandes écoles. Et le gouvernement a pris une seconde décision essentielle. C'est que même si ces élèves sortaient des grandes écoles ou des lycées scientifiques ou qui ont un baccalauréat scientifique, eh bien, ne seront plus obligés d'aller à l'extérieur parce qu'a été créée au Burkina Faso une école polytechnique qui sera composée d'instituts permettant en tout cas à notre pays, à nos entreprises, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et de haut niveau des ingénieurs. Ce n'est que dans le domaine de l'éducation. Il va vous répondre justement dans le domaine de l'éducation, avec tout ce chapelet de réalisation. Je pense qu'on confond les intentions avec les résultats. Mais ça, ce sont des actes. Ça, c'est concret. Ça existe. Ce n'est pas des intentions. Ce sont des intentions. Je suis dans l'éducation, moi. J'ai des élèves qui n'ont aucune bourse. Ça a été annoncé, mais pour le moment, on n'a pas encore donné de bourse à un élève. Oui, mais ça a été annoncé en milieu d'année scolaire. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne me contente pas des intentions.
les intentions, les bonnes intentions là, il semble que ce sont les pavés de l'enfer. Hein. Donc, il termine, je vous voudrais aurez droit à la juste dire parole. que pour le moment, Oui. je voudrais voir ces intentions-là traduites en actes pour croire. Parce que nous, au niveau de la société civile, nous disons, quand quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose, pour pouvoir donner un point de vue objectif, il faut attendre le résultat. C'est pour ça que venir dire que nous avons prévu, nous avons décidé, oui, vous avez décidé. Où en sommes-nous exactement? Est-ce que c'est fait? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Préparatoires, de formation, oui, tout ça, ce sont des intentions. Ce n'est pas des intentions, M. Diallo. Les classes préparatoires sont actuellement en œuvre quelque part à Ouagadougou. Où? Vous pourrez... Où? Non, mais si vous êtes dans l'éducation, c'est extrêmement grave que vous ne sachiez pas cela. Non, justement. C'est extrêmement moi qui grave. Les ai mises en œuvre. Vous avez proclamé que vous les avez mises en œuvre. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous ne le souhaitez pas. Ça se trouve. C'est ça le problème. Et je voudrais dire quelque chose en 2 mots sur la question de l'éducation de façon globale. Et actuellement, nous avons un problème de fond au niveau de l'éducation. Vous savez, le déficit du personnel, il est énorme. Et votre gouvernement, pour combler ce déficit, a opté de prendre sur le tas des étudiants qui ont des diplômes, souvent qui partent enseigner des enfants, sans avoir même le profil académique, a fortiori la pédagogie. Ce n'est pas comme ça qu'on forme le personnel de qualité. Mais vous ne pouvez pas accuser notre gouvernement de faire cela. Nous avons vu pendant de longues années, on a recruté des élèves niveau BEPC pour aller enseigner les enfants. Ça a donné quelquefois de bons résultats. Ça a donné parfois aussi des résultats discutables. Notre gouvernement veut aller au fond de la question. Lorsque nous parlons de stimuler l'éducation chez les plus jeunes et dans les couches les moins favorisées, c'est pour permettre d'élever le niveau de l'éducation. Lorsque nous créons des classes préparatoires, lorsque nous recrutons des enseignants que nous faisons former, mais c'est bien pour élever le niveau de l'éducation. Je crois que dans le domaine de l'éducation, notre vision est une vision parfaitement non, ce qu'il dit, c'est suffisamment étonnant parce qu'aujourd'hui, le besoin, là, c'est en centaines de milliers. Hein. Vous recrutez par an, au niveau des étudiants qui ont le niveau 2, niveau licence, des gens qui doivent aller sur le terrain. Après un badigeonnage de 2, on avait dit 3 mois, maintenant ça ne vaut même plus ça, pour aller donner l'éducation à nos enfants. Mais ça, il s'agit de mesures d'urgence. Justement, quand on a des problèmes structurels, il faut y apporter des solutions structurelles. Non, si nous restons dans le conjoncturel, notre solution ne peut pas être la bonne. Pour nous, et puis je voudrais juste quand même dire que si vous qui êtes sur le terrain, vous pensez que ce que vous reprochez au CDP dans la gestion du pays, là, ne vous incombe pas. Les dignitaires du MPP, ils sont pour quelque chose. Alors, monsieur donc, il ne faut pas faire comme si vous êtes venu trouver une situation créée de toutes pièces qui ne vous concerne pas. Bon, on va pas s'éterniser sur la question de l'éducation. On va avancer dans le discours du Premier ministre. Il a parlé, monsieur Ouedraogo, permettez-moi de faire la précision avant qu'on avance. Il a parlé de réalisation au niveau de la santé, d'infrastructure. Voilà, le ministre est là. On ne va pas s'éterniser dans le domaine de l'éducation. On va quand même aborder peut-être les autres aspects. Mais quand même, je m'en voudrais de ne pas revenir sur ce qu'il a dit parce que... Il y a eu des échanges déjà entre le ministre et puis M. Diallo. D'accord. Et comme c'est le seul interlocuteur... Voilà, je poursuis parce que là même, nous devons le relever aussi. Nous regrettons un peu le fait que M. de l'opposition ne soit pas venu. Il dit qu'il est resté à l'Assemblée depuis 10 heures. Voilà, ça aurait pu quand même élever le niveau de débat parce que pour nous, la société civile est dans son rôle de contre-pouvoir. Bon, c'est ce qu'ils disent, nous, on ne peut pas. Mais si les questions étaient appréciées sous l'angle politique, on savait ce qu'on pouvait dire. Mais il n'y a pas de problème, on peut avancer au niveau de la santé et nous donnons des chiffres aussi. Parce que ce qu'il dit, et il faut qu'on précise, c'est que nous ne travaillons pas en donnant des chiffres comme ça tirés par les cheveux.
tout ce qu'on dit et qui a été fait dans le cadre donc, de la mise en œuvre du PNDS, ce sont des réalisations physiques. Certainement aussi Voilà. à ce que vous localisez, peut-être les exemples que vous donnez pour être un peu plus précis. Cela existe, les données existent et ce sont des réalisations qui sont physiquement constatables un peu partout et nous ne parlons pas donc en termes donc d'intention ou de vœux pieux. Je veux dire qu'au niveau de la santé, il y a plus de 22 milliards qui ont été engagés pour les travaux donc, de construction et de normalisation des infrastructures de santé. Il y a eu la construction de 62 nouveaux CSPS en 2017, la transformation de 14 CSPS en CM, centres médicaux, la mise en fonction effective de l'hôpital district donc, de Bogodogo, ce qui peut être constaté sur place à Ouaga ici, le transfert de plus de 4 milliards de francs CFA aux communes pour normaliser donc, les formations sanitaires, le renforcement des plateaux techniques médicaux à hauteur de 13 milliards de francs CFA, le recrutement de 317 médecins généralistes, et je poursuis, la liste est longue, preuve que notre gouvernement a travaillé en l'espace donc, de quelques années à repositionner le Burkina Faso. Il y a aussi le recrutement de 37 spécialistes, 34 pharmaciens et 1136 personnels donc paramédicaux. Mais je vous précise aussi que la politique de gratuité lancée par donc, le gouvernement coûte au bas mot et par an près de 30 milliards. Monsieur Diallo, la gratuité des soins, des investissements. Oui, d'abord pour commencer par les investissements, ce qu'il dit c'est bien si des efforts ont été faits dans ce sens. Mais vous savez, moi j'apprécie par rapport aux besoins et ce qui a été fait. Vous avez fait des efforts, vous dites c'est vrai, mais par rapport aux besoins réels des populations, le gap à combler est encore énorme. Donc ça veut dire qu'il faut faire encore plus d'efforts. Pour ce qui est de la gratuité des soins, c'est bien d'avoir pensé à cela, mais là où je mets du bémol déjà dans ce qui se passe, c'est que vous avez dit aux populations que la gratuité des soins concerne les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Mais vous savez, moi j'ai eu des problèmes avec des parents. Ils envoient leurs fils au dispensaire du village, on leur dit cette maladie-là n'est pas concernée parce que les molécules qui peuvent soigner la maladie ne sont pas. Votre enfant doit aller ailleurs parce que ce n'est pas ça qui est prévu ici. On dit non. Ce sont les infirmiers qui veulent bouffer l'argent que le gouvernement a donné. On a dit que c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, quand on communique et qu'on n'est pas précis, c'est ça qu'on crée comme difficulté sur le terrain. Effectivement, les maladies chroniques ne sont pas concernées par ces gratuités-là. Donc, si on ne le précise pas, on peut donner l'impression aux populations que tout est gratuit. Et j'aurais voulu, moi, en tant qu'acteur de la société civile, que cette mesure de gratuité s'étende aussi et surtout au cas d'évacuation d'urgence. Vous savez, quand vous faites un accident de la circulation, vous arrivez dans n'importe quel centre de santé chez nous, au Burkina, si vous n'avez pas de l'argent, on ne vous touche pas. Peut-être même que vous avez de l'argent. Si quelqu'un n'est pas là pour enlever l'argent pour faire les dépenses, on ne vous touche pas. Nous pensons au niveau de la CCVC que ce serait bien d'envisager ces soins d'urgence-là, parce qu'ils soient gratuits. Et quand on va sauver l'individu de l'urgence, les soins approfondis, là, il va les prendre en charge. Alors, Monsieur le ministre. Dans le domaine de la santé, il est un point absolument important qui mérite d'être souligné. Vous savez que le président Roch Kaboré s'était engagé à doter notre pays d'un hôpital oncologique, d'un centre de cancérologie, parce que ce sont des maladies qui autrefois étaient un peu rares. Aujourd'hui, ce sont des maladies qui coûtent extrêmement cher aux individus et à l'État. Et chaque fois, on est obligé d'évacuer des gens, souvent à des stades très avancés. Aujourd'hui, ce centre de cancérologie, je crois que là, au moins, vous avez vu le ministre de la Santé visiter le chantier qui avance très bien du côté de Tengango. Cela démontre que notre gouvernement s'inscrit dans une démarche cohérente. Encore une fois, nous acceptons des critiques sur certains dysfonctionnements. Lorsque vous critiquez la gratuité des soins, vous reconnaissez en même temps que c'est une mesure inédite qui rend service, qui est utile aux populations. Parce que plus de 2 millions de personnes ont reçu des consultations gratuites
et ce chiffre est nettement minoré de ma part, mais je veux vous dire que les dysfonctionnements ne doivent pas remettre en cause ce qui constitue un acquis historique dans notre pays. Alors, ça sera le dernier point qu'on va aborder ce soir, c'est la question du dialogue social avec les partenaires sociaux. Dans le discours du Premier ministre, il a dit que son gouvernement est toujours disposé donc à discuter. Sauf que ces derniers temps, et il en a parlé d'ailleurs, la question des fonds communs et la mise à plat donc, du système de rémunération avec un budget consacré pratiquement à hauteur de 50% aux questions salariales. Vous, de votre côté, société civile que vous êtes, comment vous observez justement ce traitement des questions avec les partenaires sociaux? Oui, je voudrais, sur la question du dialogue social, faire observer que le gouvernement a une très mauvaise compréhension du concept de dialogue social. Et je le dis parce que quand vous prenez le dialogue social tel que conçu par l'OIT, Organisation internationale du travail, son utilisation efficace et efficiente intervient sous forme préventive. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'un conflit se déclenche pour chercher des solutions, pour chercher à racoler. Or, dans notre pays, c'est le constat fait par tout le monde, c'est quand il y a des préavis de grève qu'on cherche à désamorcer la crise. On ne rencontre pas les acteurs quand nous sommes dans une période où tout le monde a l'esprit apaisé. Parce que le dialogue, c'est ça. On ne parle pas quand on est déjà dans une position de bagarre. Parce que là, le dialogue marche très peu. Et je le dis ça d'autant plus que nous sommes sur la question du dialogue social. La rencontre annuelle gouvernement-syndicat de 2017 ne s'est pas encore tenue. Monsieur le ministre, qui va vous répondre sur le dialogue social? Je crois que c'est une grave erreur de penser que le gouvernement burkinabé a une mauvaise compréhension du dialogue social. Je crois que jamais un gouvernement n'a autant fait du dialogue social son leitmotiv et jamais le dialogue social n'a été au cœur de l'action du gouvernement dans la gestion préventive comme dans la gestion curative des conflits sociaux. La rencontre gouvernement et partenaires sociaux s'est bien tenue en 2016 et en 2017 à l'immeuble Banhoguin. 2017 2017. Mais votre gouvernement, nous y étions. Nous y étions. Vous n'y étiez pas. Nous y étions. J'y participe, monsieur. Qu'est-ce que vous... Je veux que vous reconnaissiez ça, parce que la dernière correspondance que le Premier ministre nous a envoyée, parce que nous lui avons écrit pour dire, avant de parler justement de la question de la réforme du système de rémunération des agents publics, que faites-vous de la rencontre annuelle gouvernement-syndicat? Mais là, je vais vous retourner la question. Oui. Lorsque la rencontre gouvernement, partenaires sociaux se tient et que toutes les questions sont examinées de fond en comble, qu'est-ce qui s'est passé après? Une semaine après, c'est une pluie de préavis de grève que nous avons constatée. Je pense que ce gouvernement-là est un gouvernement qui non seulement a beaucoup de considération et beaucoup de respect pour les partenaires sociaux, et cela va se poursuivre, mais aussi c'est un gouvernement qui a de la méthode. Pourquoi? En décidant d'ouvrir un débat national, de remettre à plat notre système de rémunération. Le Premier ministre l'a répété ce soir, le gouvernement ne part pas avec des a priori. Il ne part pas avec des solutions toutes faites. Il ne part pas avec une décision. Il ne part pas pour contraindre les partenaires sociaux. Il part pour dire, asseyons-nous, discutons parce que la situation actuelle nous conduira tous dans une impasse. Discutons et le consensus qui sortira de nos discussions, nous les mettrons en œuvre pour préserver le climat social apaisé et indispensable au développement et à l'amélioration du panier de la ménagère et indispensable
pour préserver les générations futures de tout chaos. Oui, mais j'ai l'impression que je suis dans un autre monde ici. Hein. Vous savez, la toute première rencontre que nous avons eue en tant que syndicat avec le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre Paul Kabatieba, il nous a dit que nous faisons de la politique, que nous sommes manipulés et que si on veut sa place de venir dans l'arène politique. Excusez après. Après avoir reçu la réponse qu'il fallait. Oui, mais on considère que... Voilà, donc vous savez, nous ne parlons pas dans le vide, nous. Écoutez, je vais aussi donner un exemple pratique qui montre qu'il n'y a pas de dialogue. Je voudrais donner un autre exemple qui montre qu'il n'y a pas de dialogue. Je voudrais donner l'exemple de l'économie des finances. Voici un ministère où les conflits font lésion. Et pour cause, la dernière grève a été provoquée expressément par la ministre. Pourquoi ? Elle décide de rencontrer l'ensemble des syndicats. Et si vous suivez bien, c'était bien la première fois que l'ensemble des syndicats sont allés en grève. Sinon, ce n'est jamais arrivé que la coordination des syndicats là parte en grève. Elle les reçoit. Lors des discussions, elle estime que les gens lui ont manqué du respect. Elle les met à la porte. Et quand les gens sont sortis, ils sont allés faire leur préavis de grève. Mais M. Diallo, vous voyez, il est arrivé... Vous voyez... Parce qu'il y a de l'amalgame. Qu'il termine et puis le après... respect doit être un respect mutuel. Naturellement. N'est-ce pas? Oui. Lorsque, à une rencontre entre le Premier ministre et des partenaires sociaux, que certains membres de la délégation des partenaires sociaux s'empressent de dire « Monsieur le Premier ministre, nous sommes des rouges ». C'est quel type de dialogue? Vous venez pour quel type de dialogue lorsque vous commencez déjà par menacer l'autorité? Non, je suis au regret de m'inscrire Je pense que votre partenaire social n'a prononcé une telle phrase. Il est tout seul, il faut bien qu'il ait la parole. Aucun partenaire social n'a eu une telle déclaration. Si vous en avez la preuve, très sûr. Comment vous pouvez en être sûr? Je suis très... Vous êtes de la société civile ou vous êtes des syndicalistes? Je suis de la société civile, mais je suis avant tout un syndicaliste. Mais vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes de la société civile? Mais qu'est-ce que vous entendez par opposition, société civile? Non, parce qu'il y a de l'amalgame. Non, si vous voulez, je peux vous faire un cours sur la politique. Ça, je suis au sérieux. Le rôle de la société civile, des partis politiques, je peux vous faire un cours. Monsieur Lamoussa Ilboudo, pour vous je ne souhaite pas que vous fassiez des amalgames à votre niveau. Monsieur Lamoussa Ilboudo de Ouagadougou qui a une question pour nous. Bonsoir, monsieur Ilboudo. Bonsoir, monsieur. Voilà. Ma question s'adresse à monsieur le ministre. D'accord. Et c'est de savoir de tout ce que le Premier ministre a dit depuis ce matin, quelle est la part réservée à la jeunesse qui fait 80% de la population, qu'on chante les mérites depuis des siècles et qu'on ne voit rien venir. Parce que j'ai l'impression que chaque fois on amuse la galerie avec des grosses déclarations et après, dans les faits, c'est des choses qui commencent et qui ne se terminent jamais. Ma deuxième question va s'adresser encore à M. le ministre sur ces fameux voix qu'on a fait pour le 11 décembre passé et qui sont dans des états un peu bizarres. Quelles sont les sanctions qui seront réservées à ceux qui ont fait ces voix? Ma troisième question est le problème des parcelles. Quelle est la politique réelle du gouvernement? Parce que jusqu'à là, bon, on essaie de calmer la situation, mais quand on observe bien, on voit qu'en réalité, il n'y a pas d'issue. Comme il est sur le plateau, bon, voilà. Bon, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci à monsieur Lamoussa Ilboudo. Je voudrais dire d'abord que la jeunesse burkinabé se trouve dans les universités, dans les lycées, dans les villes, dans les campagnes. Et le gouvernement, justement, a une politique pour les universités, pour les lycées, pour les villes et pour les campagnes. Je crois qu'il est trop facile de dire la jeunesse, elle attend depuis longtemps. De quelle jeunesse parle-t-on? Lorsque les amphithéâtres sont construits, lorsque les bourses sont octroyées, lorsque les lycées scientifiques sont construits, lorsque des emplois sont créés,
dans le domaine des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des mines. Il y a quand même plus de 8000 emplois créés aujourd'hui dans le domaine des mines. Lorsque le gouvernement adopte une politique pour rendre notre formation professionnelle plus productive et plus utile, je crois que c'est une politique en faveur de la jeunesse. Du reste, les États généraux de la jeunesse se sont tenus l'année dernière. Ces États généraux ont donné lieu à des recommandations et le gouvernement a fait sien, en tout cas, fait sienne ces recommandations et œuvre à les mettre en œuvre. En ce qui concerne la voirie du 11 décembre, je suis étonné parce que si M. Lamoussa Il Boudo dit que la voirie du 11 décembre dernier se trouve dans un état lamentable, je ne sais pas si nous parlons de la même voirie. Il y a eu une pluie. Après cette pluie, des ruissellements qui ont causé des dommages relayés par les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas eu de dommages relayés par des réseaux sociaux. Il y a eu des montages fabriqués par des réseaux sociaux. Ah bon? Absolument. Toutes les images étaient fausses? Nous sommes allés sur le terrain après toute cette campagne médiatique. Nous sommes allés sur... Il n'y avait pas que les réseaux sociaux. Il y a des radios qui interviewaient des personnes qui se disaient se trouver présentement à Gawa et que les routes étaient coupées. Et nous sommes allés précipitamment. Nous avons fait le tour toute la journée. Le maire de Gawa nous a dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Nous lui avons dit, mais vous entendez ce qui se dit? Ils disent, mais laissez-les dire. Nous savons où se trouvent les insuffisances. Pas seulement dans les voiries du 11 décembre, mais de façon générale. Dans les travaux de BTP au Burkina Faso, nous savons où se trouvent les insuffisances. Nous œuvrons à amoindrir ces insuffisances qui forcément peuvent à un moment ou à un autre se répercuter sur les ouvrages. Mais ce qui est dit concernant la voirie du 11 décembre à Gawa n'est pas exact. En ce qui concerne les parcelles, je pense que là aussi le Premier ministre a été particulièrement clair là-dessus. Il faut que nous sachions tous... D'abord, il a annoncé ce qui peut intéresser le public. La levée de la suspension des lotissements. Mais il n'y a pas que ça. Nous sommes un gouvernement responsable. Comme on dit, tout le monde veut le changement, tout le monde réclame le changement, mais personne ne veut changer. On a critiqué la politique de lotissement les années antérieures. L'Assemblée nationale de la législature actuelle s'est saisie de la question, est allée au fond des choses, a mené une enquête, a élaboré un rapport qui mettait à nu de grosses insuffisances dans l'ensemble du processus. On en veut au gouvernement de laisser traîner, mais les meilleures solutions, ce n'est pas celles qu'on prend précipitamment. En tout état de cause, cela a été dit, nous avons une politique d'aménagement du territoire et de développement durable qui va être mise en œuvre. Ça passera bien sûr par des lotissements, mais ça passe surtout par une offre de logements sociaux qui figure aussi au cœur du programme du président Roch Kaboré et dont les preuves sont déjà constatables, aussi bien à Gawa qu'à Ouagadougou et bientôt dans l'ensemble des 13 capitales régionales. Une réaction de M. Diallo? Je pense que là où il y a les problèmes, c'est là que je vais mettre le doigt. Hein. Vous avez parlé de IMO. Vous savez, au niveau de la CCVC, nous considérons que IMO, là, ce n'est pas la solution au chômage de la jeunesse. Et en tant que syndicaliste, je vous dirais que c'est une exploitation de la misère des jeunes. Et je le dis en toute connaissance des causes. J'ai participé à l'élaboration du plan national de promotion de l'emploi décent. Il y avait des experts du BIT qui étaient là. Et quelqu'un a posé expressément la question, est-ce que IMO, là, ça correspond à la vision de la promotion de l'emploi décent? L'intéressé qui n'était pas burkinabé a dit, expliquez-moi d'abord ce que c'est que IMO, et puis je vous donne mon point de vue. Quand on lui a expliqué, il dit, c'est inconcevable. Un gouvernement ne peut pas s'engager dans la promotion de l'emploi décent et puis
mettre en œuvre IMO et se vanter d'avoir employé la jeunesse. Je le dis parce que quand vous prenez des étudiants qui ont un DEUG, une licence, vous les prenez, vous donnez 100 000 francs par mois pour dire que c'est eux qui doivent aller enseigner. L'enseignant, même dans la misère actuelle, la touche combien? S'il doit aller toucher 2 fois, 3 fois moins que celui avec qui il fait le même travail, vous croyez que c'est ça l'emploi? Non, il ne faut pas exploiter la misère de la jeunesse. Ça, c'est un premier point, s'il vous plaît. Oui. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question justement de la formation dont vous avez parlé. En réalité, une chose est de former, l'autre qu'au bout de la chaîne, il y a justement de l'emploi. Or, ce que j'ai pu constater jusqu'ici, on a dit, quand j'étais déjà à l'université, on parlait de filières professionnalisantes. Les gens sortent communicateurs, ils chôment. Il n'a pas appris autre chose. Économiste, il chôme. Juriste, il chôme. Même médecin, il sort, l'État ne l'emploie pas. Donc, il faut qu'on repense davantage la question de la formation professionnelle. Aujourd'hui, quand vous formez les gens qui sortent avec Bac Pro là, quelles sont les filières qui sont là, prêtes à les employer? C'est tout ça là qu'il faut penser en cohérence avec votre vision qui est de promouvoir la formation professionnelle. Dans son discours, le Premier ministre a parlé plus de l'auto-emploi. Bon, l'auto-emploi, voilà, ça même, j'ai eu la chance de croiser un ami qui m'a parlé de son expérience, une expérience vécue au Japon. C'est pas comme ça qu'on fait. Quand vous donnez 1,5 million à un jeune, après l'avoir initié à un métier, pour qu'il s'installe, si vous faites un bilan objectif, vous allez voir que c'est un échec. Parce que les gens prennent les 1,5 million souvent pour aller acheter une moto qu'ils n'ont pas, au lieu d'investir et puis faire de l'auto-emploi, faire de l'entrepreneuriat des jeunes. Non, ce n'est pas avec ces montants-là qu'on peut faire l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat des jeunes. L'expérience du Japon consiste en quoi? Quand on dit, et déjà même la structure professionnelle, quand on parle de formation professionnelle, vous sortez, on vous regroupe en pool, l'État vous donne des kits pour vous installer et les premiers marchés de l'État dans le domaine où vous exercez vous est donné. En ce moment, vous faites un capital. Quand vous avez le capital, vous-même, vous devenez employé de jeunes qui sortent d'écoles professionnelles dans votre domaine. C'est ça qu'il faut expérimenter au Burkina Faso. Monsieur Ouedraogo. Enfin, je voulais réagir parce qu'il s'agit de la politique du gouvernement. D'accord, allez-y. Je pense que la meilleure réponse à la question de l'emploi se trouve à 2 niveaux. Il y a la réponse d'urgence et il y a la réponse structurelle. Notre gouvernement classe au titre des réponses urgentes les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Mais vous pouvez vous asseoir sur ce plateau pour dire que c'est de l'exploitation. Ces jeunes-là, ces jeunes et ces femmes qui adhèrent à notre programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont fiers de participer, sont fiers de percevoir les pécules et la formation qui l'accompagne. Mais le fond de la question, et ça c'est la réponse structurelle, c'est la formation professionnelle, la formation qualifiante, c'est l'importance accordée à l'éducation. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ouvrir des centres de formation technique et professionnelle, ouvrir des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs en particulier. Je pense que c'est ainsi qu'on va résorber durablement et de manière décente le chômage dans notre pays. Pour ce qui concerne l'auto-emploi, les expériences sont diverses. Vous pensez, vous, assis ici, que 1,5 million, quand vous donnez à un jeune, il ne peut pas s'en sortir. Donnez 500 000 francs à une femme. Il y en a beaucoup dans notre pays. Et vous en connaissez. Quelquefois même donner 100 000 francs à une femme. Et vous revenez 6 mois après, vous trouvez que c'est quelqu'un qui est parvenu à régler sa question d'auto-emploi. Bien sûr,
Si vous n'avez aucune idée précise de ce que vous voulez faire, même si on vous donne 1 milliard, ça ne servira à rien. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Malheureusement, le temps est arrivé à terme. Merci à M. Éric Bougouma, ministre des Infrastructures, qui représentait le gouvernement sur ce plateau. Merci à vous, M. Moussa Diallo, de la coalition contre la vie chère. Vous êtes là au nom de la société civile. Et puis M. Ali Badraoui Draogo, qui est là au nom de la majorité ce soir sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe qui a réalisé et puis qui a contribué à la préparation donc, de cette émission. Et bonne suite de programme sur la RTV.